Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Pourquoi est-ce que certaines entreprises ou certaines institutions ou certaines collectivités publiques réagissent mieux au monde VUCA, volatile, complexe, tout ça, monde compliqué qu'on vit actuellement? Pourquoi est-ce que certaines entreprises se portent bien? Par exemple, pandémie de la Covid, entreprises qui ont vraiment fleuri, on pourrait dire éclos, et d'autres qui se sont fanées. Eh bien, une réponse possible, proposée par McKinsey, lien dans les notes du podcast, c'est la santé organisationnelle. Alors, qu'est-ce que la santé organisationnelle? Eh bien, c'est la manière dont l'organisation est gérée. C'est, en anglais, on dit « how we run things ». C'est comme ça qu'on fait tourner la boîte. Voilà, on pourrait dire, voilà, faire tourner la boîte, en français, c'est peut-être pas la plus mauvaise des traductions. Comment on prend les décisions, comment les ressources sont allouées, la gestion quotidienne, le day-to-day, comment le leadership est organisé, etc., etc. On pourrait imaginer la métaphore du corps. Un corps qui fonctionne bien, fonctionne plus longtemps. Bon. Pour la santé organisationnelle, c'est pareil. Une organisation en santé fonctionne plus longtemps. Et donc, cette santé organisationnelle est la clé de la durabilité de l'organisation, entreprise, etc., etc. On voit bien que si j'arrive à m'adapter au monde VUCA, au monde incertain, au monde ambigu, mieux que mes concurrents, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, j'ai plus de chances de survivre, donc d'être durable. Et donc la santé organisationnelle, de ce point de vue-là, nous donne une feuille de route, on pourrait presque dire, pour développer cette durabilité. Autre manière de voir les choses, autre manière de définir la santé organisationnelle, de manière un tout petit peu plus pointue, eh bien c'est comment l'organisation s'aligne sur une vision ou une direction commune, comment l'organisation exécute la stratégie décidée pour aller dans la direction décidée, et comment l'organisation évolue pour s'adapter. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que, si on prend le premier point, comment l'organisation s'aligne sur une vision en direction commune, c'est pas, le point n'est pas de savoir comment la décision commune est prise. Le point n'est pas de savoir si la vision a été prise par le management ou pas. C'est comment est-ce que l'organisation s'aligne sur une vision. Alors, il y a peut-être des cas sur lesquels la direction à prendre est très claire, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire des workshops pendant 4 ans. Malheureusement, souvent, le seul moyen, je dirais, durable, le seul moyen à long terme pour que l'organisation s'aligne, eh bien, c'est de faire participer un maximum de gens à la définition de cette vision et de cette direction commune. Ce qui n'est pas tout à fait commun. On pense encore que c'est l'apanage de la direction. Alors bien sûr que la direction de l'entreprise a un rôle spécial à jouer dans ce processus, mais elle n'est pas le seul à pouvoir le jouer. Deuxième point, comment l'organisation exécute la stratégie dédiée pour aller dans la direction décidée. Pareil, là, ce qui va compter, c'est pas seulement la direction et comment la direction établit la stratégie, mais c'est surtout en fait comment est-ce que les niveaux intermédiaires et la front line, dont on reparlera plus tard, la ligne au front, les gens qui sont vraiment au contact, qui sont souvent d'ailleurs dans le bas de l'organisation, si on fait une hiérarchie avec une pyramide, c'est comment ces gens-là exécutent la stratégie décidée. C'est pas tellement, vous voyez, parce qu'on pourrait avoir l'impression de dire j'ai une bonne santé organisationnelle parce que mon comité de direction a décidé une stratégie. Non, pas tout à fait. C'est vraiment comment l'organisation, l'ensemble de l'organisation exécute la stratégie décidée. Je me souviens, petite anecdote, je travaillais en France à l'époque dans une entreprise qui avait décidé de faire une espèce de révolution culturelle, quasiment à la Mao d'ailleurs, et je me souviens que mon patron qui menait ce projet-là disait, moi je veux que le cariste, la personne qui fait la manutention dans le warehouse, je veux que le cariste comprenne l'impact sur la satisfaction client au plus haut niveau s'il fait une erreur de chargement.
Parce que pour eux, c'était, la qualité par exemple, c'était un indicateur absolument important. Donc il ne s'agissait pas de définir, oui, nous allons focaliser Quality First de 2000, je sais pas quand c'était, 2003, c'était comment est-ce qu'on fait pour que chacun et chacune puisse exécuter la stratégie décidée. Qu'est-ce qu'on met comme moyen à disposition? Et enfin, dernier point, comment l'organisation évolue pour s'adapter, c'est le grand nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on peut être suffisamment flexible, malléable, orientable en interne, et on verra 2-3 petites idées pour ça. Donc, vous voyez que cette santé organisationnelle, je pense que la métaphore du corps est vraiment bonne. C'est comment est-ce que le corps fonctionne, comment est-ce que l'organisation fonctionne. Et mieux elle fonctionne, plus elle va durer. C'est pas non plus hyper révolutionnaire ce que je suis en train de vous dire là. Mais c'est vrai pour le corps, c'est vrai pour l'être humain, mais c'est en fait, du coup, aussi vrai pour les entreprises. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette santé organisationnelle? Alors, McKinsey, c'est une boîte de consulting comme Coapta, enfin, sauf qu'ils sont, je sais pas, 50 000, puis non les 5, mais ils doivent bien vivre. Et en fait, ils ont créé un index qui s'appelle Organizational Health Index, OHI, qui est propriétaire. Donc la base de données est propriétaire, les résultats sont propriétaires, c'est un peu casse-pied. Je préfère, d'ailleurs, dans ces cas-là, souvent me baser sur des articles scientifiques, puisque là c'est open source, les résultats sont disponibles. Alors là c'est pas le cas, mais je trouvais intéressant quand même de vous parler de cet OHI, parce qu'il donne les 9 dimensions sur lesquelles ils interrogent les gens dans les entreprises, donc c'est de l'auto-évaluation, et ces 9 dimensions, à mon avis, sont assez révélatrices. Alors je vous les donne les 9. Le niveau de redevabilité des gens dans l'entreprise, est-ce que les gens se sentent responsables de ce qu'ils font? Y a-t-il une vision de direction? Sans surprise, on l'a vu avant. Comment s'organise la coordination entre les différentes parties de l'organisation et le contrôle de l'activité? Coordination et contrôle. Est-ce que l'entreprise ou l'institution est orientée vis-à-vis de l'externe? Pas seulement vis-à-vis des clients, mais vis-à-vis des ce qu'on appelle les stakeholders, des parties prenantes, par exemple les partenaires, les pouvoirs publics, etc. Donc pas que clients. Comment est-ce que le leadership fonctionne dans cette entreprise? Comment est-ce que l'entreprise ou l'organisation innove et apprend de ses erreurs? Qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme d'apprentissage, de débriefing? Quelles sont les capacités organisationnelles? Comment est-ce que l'organisation est capable de faire certaines choses? Par exemple, on le voit maintenant, la marque employeur devient un vrai sujet pour beaucoup d'entreprises. Comment est-ce que les entreprises sont capables de se mettre à la marque employeur vite, et si possible plus vite que la concurrence? C'est une capacité organisationnelle. Il ne s'agit pas d'engager un spécialiste, parce que voilà, vous engagez votre spécialiste marque employeur, mais il est tout seul dans son bureau avec son calepin et son laptop, et puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est une capacité organisationnelle, c'est une capacité à changer, à évoluer aussi, mais en fait, en anglais on dit capability, c'est une espèce de potentiel de faire. Numéro 7, la culture organisationnelle. Qu'est-ce qu'on a comme culture? Si on a une culture de la fermeture, de la confidentialité, des petits salons secrets, des salons des pas perdus, comme souvent dans les assemblées ou dans les gouvernements, clairement, ça va être compliqué d'avoir une santé organisationnelle élevée, puisque le secret, par exemple, empêche l'innovation, empêche la sûreté, empêche la sécurité psychologique, etc., etc. Enfin, le dernier, comment est-ce que l'engagement des collaborateurs est pris en compte dans l'organisation? Est-ce que c'est une donnée du problème? Est-ce qu'on s'en occupe? Donc, les 9 facteurs qui sont mesurés par McKinsey sont redevabilité, vision, direction, coordination et contrôle, orientation externe, leadership, innovation, apprentissage, capacité organisationnelle, culture organisationnelle, engagement des collabs. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est notre focus chez Coapta. On a notre raison d'être, c'est pour de meilleures organisations, et en fait, on pourrait presque dire pour de saines organisations, puisque une bonne partie des 9, enfin je crois même sur les 9, on a des moyens de travailler. Alors, je fais pas un pitch, enfin si un petit peu, mais l'idée c'est surtout de vous dire que c'est le vôtre aussi vraisemblablement de pitch. C'est-à-dire que si vous, dans votre organisation, même dans votre équipe, vous savez, vous n'avez pas besoin d'être directeur pour prendre ça en compte, vous pouvez être responsable d'équipe de 4 personnes, vous faites votre liste, Est-ce que les gens sont redevables dans mon équipe? Est-ce que j'ai établi, ou on a établi ensemble, une direction claire dans laquelle l'équipe veut aller?
Est-ce que on se coordonne bien entre nous et avec les autres? Est-ce que on sait ce qui se passe? Est-ce qu'on est orienté vis-à-vis des clients internes ou externes, etc. Notre leadership, mais le mien aussi, comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'on innove suffisamment? Est-ce qu'on apprend de nos erreurs? Est-ce qu'on a de bonnes capacités organisationnelles? Quelle est leur culture de notre équipe? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est engagé dans notre travail? Tout ça s'applique absolument. On pourrait d'ailleurs même imaginer une entreprise, une organisation qui améliore sa santé organisationnelle en commençant par les équipes. Ça suffirait pas, mais ce serait une bonne première approche. Alors, pourquoi est-ce que ça compte? Parce que cette OHI, Organizational Health Index, prédit un certain nombre de résultats positifs. Meilleure performance, meilleure capacité à fusionner. Alors bon, pour les PME c'est moins important, mais bon, meilleure capacité à se transformer, moins d'accidents, etc., etc. Quand je dis prédit, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez, il y a corrélation entre l'OHI et ces choses-là. Donc, si vous avez un index élevé, alors vous aurez plus de chances d'avoir une meilleure performance que quelqu'un d'autre. C'est une question de distribution. C'est pas prédictif, mais une corrélation. Donc, j'aurais pas dû dire prédire. Vous avez raison. Mais il y a une corrélation forte. Alors, en 2023, parce que évidemment, Kinsey fait ça chaque année, et donc, quels sont les résultats pour cet index en 2023, pour l'année dernière? 3 choses importantes. Les exigences de leadership se transforment, changent. Ça, on en a parlé depuis la Covid, hein. Mais pour eux, il y a 2 mots-clés qui sont un leadership décisif et un leadership autonomisant, en anglais empowering, hein, qui donne du pouvoir aux gens. Qu'est-ce qu'ils entendent par décisif? C'est important, c'est agir sur la base des décisions prises. Decisive. C'est pas juste que oui, on prend des décisions. Vous voyez, ça, on revient à cette idée de comment l'organisation exécute la stratégie décidée. C'est bien de la décider, mais après il faut l'exécuter. Et honnêtement, c'est souvent là que ça pêche. Et donc, l'idée, c'est un leadership autonomisant, très bien, et décisif. C'est-à-dire qu'un leadership qui s'assure que les décisions soient exécutées. Première chose. Deuxième chose, l'innovation vient pas seulement des grandes idées, des ingénieurs, des chercheurs, des gens qui ont fait sciences politiques, hein, pour un gouvernement, on pourrait imaginer par exemple. Mais l'innovation, avec un petit i, vient aussi de la ligne de front. L'innovation incrémentale, qui peut faire gagner en productivité, qui peut d'ailleurs aussi donner de bonnes idées à d'autres personnes. Hein. Ma belle-mère, qui écoute pas ce podcast, mais donc que je salue quand même, a fonctionné comme responsable de manufacturing dans une boîte qui faisait des circuits imprimés. Elle avait aucune formation, ni en chimie, ni en physique, ni en process, ni en engineering, ni rien du tout, mais c'est une femme intelligente, c'est la mère de ma femme, c'est normal. Et surtout, elle a acquis une expérience du terrain absolument incroyable, ce qui fait qu'elle était capable de proposer des améliorations de processus aux ingénieurs, alors, qui avaient le mérite de l'écouter, et donc elle a fait, si vous voulez, profiter son entreprise de cette expérience et de ces qualités-là. Donc, l'innovation, c'est pas qu'une question de grandes idées, c'est aussi une innovation avec le petit i. Troisième point, quelque chose qui devient absolument fondamental, c'est le déploiement interne des personnes talentueuses. Alors on peut faire du talent management pour les identifier, hein, ce qu'on a vu dans un épisode passé, mais il faut aussi maintenant pouvoir les déployer, ça veut dire les changer de place, les faire de la mobilité interne. Comment est-ce que la mobilité interne s'organise? On peut imaginer une entreprise dans laquelle, il y a 10 ou 15 ans, c'était le sujet X qui était très important, maintenant c'est le sujet Y. Ok, comment est-ce qu'on prend les gens qu'on a en interne pour les passer de X à Y? Pourquoi? C'est parce qu'on a de la peine à rentrer des gens. On a de la peine à rentrer des spécialistes. Donc autant essayer de prendre des gens en interne, peut-être de les former, mais en tout cas de les faire bouger en interne, puisqu'on les est déjà, ils sont déjà là. Donc, l'index 2023 nous donne 3 indications importantes. Transformation des exigences de leadership, décisif autonomisant, l'innovation avec un petit i, et puis déploiement interne des personnes talentueuses. Dernière chose pour cet épisode, pourriez-vous dire, ok, mais dans la durée, comment je fais pour être une organisation saine? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Parce que bon, quand on regarde les 9 critères de mesure, là, redevabilité, vision, direction, innovation, apprentissage, c'est pas forcément hyper simple. Alors on peut vous aider là-dessus, évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a de clair, de simple, de clair que je peux faire pour avoir une organisation saine? Il parle de power practices, qu'on pourrait appeler des pratiques puissantes. Ouais, je sais, c'est un peu pourri en français, mais c'est l'avantage de l'anglais. Les power practices, qui sont en fait des pratiques organisationnelles concrètes, qui ont un effet disproportionné, alors positif par leur présence, et surtout négatif par leur absence. Il y en a 4,
vous verrez que c'est une espèce de résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. Première power practice, clarté stratégique. Vous devez savoir où vous allez, et tout le monde doit savoir où on va, et on doit être aligné là-dessus. Clarté stratégique. Numéro 2. Clarté des rôles et des règles de fonctionnement. J'ai des exemples dans lesquels la tête pense que les pieds fonctionnent avec un certain nombre de règles, et les pieds fonctionnent avec d'autres règles. Et du coup, c'est compliqué. Donc, il faut que ça soit très clair qui joue quel rôle, et quelles sont les règles de fonctionnement, à quelles règles on doit obéir. Troisième power practice, appropriation personnelle de son travail à tous les niveaux. C'est ce qu'on appelle ownership en anglais. Donc je m'approprie mon travail, c'est mon travail. Je fais du mieux que je peux. Je suis impliqué dans mon travail. À tous les niveaux. Et enfin, dernier, vue claire de l'environnement compétitif. Ça sort un peu, alors ça sort du périmètre Coapta, mais voilà, qui sont mes compétiteurs, qui sont les gens contre qui je me bats, pour les clients, pour la part de marché, etc. Donc, 4 power practice pour avoir une bonne santé organisationnelle: clarté stratégique, clarté des rôles et des règles de fonctionnement, appropriation personnelle de son travail, et vue claire de l'environnement compétitif. Voilà, si vous avez des questions, podcast@coapta.ch. À la semaine prochaine. Ciao.